Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on va passer rapidement sur les news parce qu'on reçoit en direct de Québec Pascal Ménard. C'est parti pour l'épisode 23. Et oui, c'est difficile de nos jours d'être un magicien. L'organized play est plus compliqué que jamais et le standard va pas beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, c'est Uro, titan de la rage de la nature, qui a été banni. Donc, ce que je vous propose pour cette semaine, c'est de prendre un petit peu de recul, s'élever, et pour ça, je reçois un joueur canadien connu pour sa compétitivité et qui fait maintenant bien plus encore. Je vous présente Pascal Ménard. Pascal, merci beaucoup d'être ici. Bonjour à toi. Bonjour. Donc Pascal Ménard, c'est 2 top 8 de PT, 13 top 8 de Grand Prix, dont 2 victoires. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément pour ça qu'on entend parler de toi sur les réseaux sociaux, sur la Magic Sphere. Tu as fait une lettre assez intéressante et touchante en février sur la fin de ta carrière de joueur pro de Magic. Mais tu es toujours là dans la sphère Magic pour notre plus grand bonheur. Donc c'est qui Pascal Ménard en 2020? Je joue moins, puis par moins, je veux dire facilement 50 fois moins. En fait, j'ai pas ouvert Arena depuis assez longtemps, ou Magic Online. Je veux quand même rester impliqué dans Magic. Je pense que ma vie est. Je suis trop committed à Magic pour être capable de m'en séparer. Fait que je joue beaucoup dans le behind the scenes. J'ai toujours aimé organiser des tournois. J'ai travaillé dans plusieurs boutiques. Puis c'est toujours quelque chose que j'aimais faire. Ayant joué moi-même dans plusieurs tournois, j'ai une idée de ce que les gens veulent d'une organisation. Puis, fait que bref, j'ai lancé Mythic Society environ vers janvier. En fait, l'an passé, en 2019, janvier 2019, j'ai lancé Arena Super Cup, qui était un circuit de tournois québécois qui était joué sur Arena avec une finale qui était jouée sur Arena, mais en personne, dans une place avec 24 personnes. Puis, ça a super bien été, mais j'ai décidé de faire ça entièrement en ligne, puis pas seulement au Québec, à partir de 2020, qui est devenu Mythic Society. Puis, un peu, ça c'est un peu une opportunité qui est venue toute seule, c'est que on s'est mis à faire beaucoup de tournois, puis on avait un commanditaire pour les prix, etc., mais on a commencé à avoir un gros volume de tournois au point où est-ce que aller dire à notre commanditaire, OK, telle personne a gagné du crédit magasin, telle personne a gagné du crédit magasin, à tous les jours, ça en venait un peu ingérable. Donc, on s'est dit que ça serait plus facile si c'était nous-mêmes qui le faisaient. Donc, on a lancé le Mythic Store à ce moment-là. Et puis, ça a été quand même un gros succès au point où maintenant, on fait assez de ventes non reliées à un tournoi qu'on s'est dit on devrait faire aussi, avoir une boutique qu'on peut voir en arrière de nous. J'y suis. Ah oui. C'est pas ouvert encore. Comme vous voyez, il y a plein de travaux puis il n'y a pas grand-chose dans la boutique. Mais bref, on est en train Donc la boutique à Québec City existe déjà. Oui, ça existe déjà. On pense ouvrir d'ici le 1er novembre. Fait que c'est ce que je fais maintenant. Ah bah super. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'à un moment, tu avais organisé des tournois dans un format un petit peu homemade. Ça s'appelle, dis-moi si je me trompe, c'est la 7 roulette où tu choisissais au hasard des sets. Comment est-ce que tu en es venu à cette idée? Cette roulette, c'est essentiellement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec des amis avec des cartes papier. Mais c'est une des seules façons à Magic qui est vraiment plus complexe à faire en papier parce que on choisit des séries de Magic au hasard. Ça devient les séries légales pour notre événement. Donc, ce qu'on avait fait en papier, c'est qu'on s'était donné un mois pour choisir, pour brouer essentiellement, pour brouer nos decks. Puis ensuite, on s'était dit, on peut faire des proxys pour nos cartes parce que aller acheter des cartes seulement pour un événement, c'est un peu complexe. Fait que on est allé
avec une version en ligne qui est beaucoup plus facile parce que les cartes sur Magic Online, surtout pour la plupart des séries, les cartes valent beaucoup moins cher qu'en vrai. Donc, en faisant ça sur Magic Online, ça rendait la chose logistiquement plus facile. Puis, avec la nouvelle plateforme d'MTG Melee, ça rend la plateforme pour les pairings, la communication avec les joueurs, ces affaires-là, beaucoup plus facile. Donc, c'est ça. On a commencé de cette façon-là. Ok, et ça a été une réussite. Si tous les sets sont totalement random, t'as pas eu des surprises de power level oui, c'est arrivé, mais ça fait partie de l'expérience. Surtout, en fait, je pense que le plus broken qu'on a eu à date, c'est on a eu Masters Edition 3, qui avait Mana Drain, Mind Twist, puis on avait aussi Dark Steel qui avait Skull Clamp. Puis ce qu'on aime bien faire, c'est ne pas mettre de banlist parce que si on commence à mettre une banlist, à se mettre des restrictions, je pense que ça va jamais finir, puis on va se ramasser avec. On va finir avec un format qui va ressembler beaucoup trop à ce qu'on peut retrouver en moderne ou Pioneer. Donc, je pense que le but, c'est d'avoir quelque chose qui se retrouve nulle part ailleurs. Fait que ce format-là avait justement le deck gagnant jouait 4 Mind Twist, 4 Skull Clamp, puis en sideboard, 4 Mana Drain. Fait que ça donne une idée du power level qu'on peut avoir, mais ce qui est le fun, c'est que même s'il y a un deck broken ou même que le gameplay des fois est un peu broken, c'est juste pour un événement. Fait que c'est pas particulièrement grave, puis le but, c'est vraiment de trouver le meilleur deck. Aujourd'hui, en standard, il y a encore un ban, donc c'est avec Uro qui est banni, on n'est pas obligé de revenir là-dessus, mais ça devient difficile de suivre un petit peu le standard. Et toi, tu t'éloignes de ça en faisant parfois des formats custom comme ça, en organisant tes propres tournois en dehors de l'organized play. Comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir de Magic? C'est dur à dire. En fait, je suis vraiment. J'ai jamais été autant déconnecté de l'organized play, justement, parce que je trouve qu'avant, pas juste organized play, mais aussi le design des cartes, je trouve que c'était prédictible, puis c'était une bonne chose que ce soit prédictible parce que on avait une idée de comment ils approchaient les formats, qu'est-ce qu'ils voulaient. Par exemple, en moderne, les premiers bands modernes, ils disaient OK, on veut pas de deck combo tour 3, tour 2, tour 3. Donc, notre vision, c'est enlever les cartes qui permettent des combos tour 2, tour 3. Donc, c'était prédictible que quand un nouveau deck était trop fort, ça allait être banni pour X raisons. De nos jours, je trouve que c'est comme s'ils changeaient leur vision à tous les mois. C'est rendu complètement imprédictible. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas plus que nous où est-ce que Magic s'en va. Puis j'aime pas ça parce que j'aime ça avoir une idée au moins de où est-ce que la compagnie dans laquelle je passe tout mon temps va. Fait que en faisant des trucs comme cette roulette et en me séparant du organized play, je pense que j'ai une assez bonne connaissance de la communauté de Magic, l'industrie, pour faire des trucs qui vont être intéressants pour les joueurs, intéressants pour les acheteurs en tant que magasin, etc. Puis me dissocier un peu de Wizards. Fait que c'est un peu ma vision des choses en ce moment, c'est que j'essaie de me déconnecter parce que je me vois plus du tout. Leur produit est bon, les plus récents moins, mais bref, c'est ça. Ok, mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien te réussir de t'éloigner. Et comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une manière de jouer à Magic, peut-être, et qu'une manière d'être autour dans la communauté. Bravo, en tout cas, pour ce que tu as compris. La plateforme comme MTG Melee permet ça, en fait. Ça permet de faire un peu ce que ça nous tente de faire et non ce que Arena nous dicte de faire. Ouais, bien joué d'avoir accompli ça. Ça conclut un peu ce premier volet. Et du coup, par la suite, j'allais te demander, vu de France, quand on parle du Québec, on a plus une vision de Montréal, mais moi, je me demande, et je pense que je suis pas le seul, c'est comment la vie à Québec City et c'est comment la scène Magic à Québec City. Ouais, Québec, c'est assez différent de Montréal parce que il y a
beaucoup moins d'anglais parlé. Il y a moins de tourisme, surtout en temps de COVID, évidemment. Mais ici, je dirais, Montréal, c'est facilement 50-50 anglais-français. Puis Québec, c'est peut-être 5-10% anglais, puis le reste français. Fait que c'est sûr que la vie est quand même différente parce que il y a moins de tourisme. C'est beaucoup plus relax, moins un environnement de stress, je dirais. J'ai jamais vécu à Montréal, mais j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Montréal, puis je suis allé souvent à Montréal. Puis pour ce qui est de Magic, la scène de Magic à Québec est un peu bizarre parce que c'est un peu venu par vague. Où est-ce que moi, quand j'ai commencé à jouer, la scène compétitive n'était pas super grosse. Il y avait pas de gros tournois de Magic à Québec. Il fallait toujours aller à Montréal. Mais il y avait quelques joueurs qui jouaient compétitif puis qui allaient souvent à Montréal. Donc, c'est avec eux que j'ai commencé à jouer. Puis moi, quand j'ai commencé à être sur le Pro Tour, j'étais la première personne à Québec à jouer des Pro Tours, à en jouer régulièrement. Ça a quand même eu un bon effet, par contre, parce qu'à ce moment-là, je travaillais aussi dans la boutique où il y avait le plus de Magic qui était joué. Donc, j'ai quand même traîné un groupe de joueurs de peut-être 20 à 25 personnes au travers des années qui ont voulu faire comme moi, qui me suivaient dans les PTQ, même quelques-uns qui se sont qualifiés au Pro Tour. Fait que pendant peut-être ce 10 ans-là, de 2010 à 2020 environ, mettons 2009 à 2019, il y a eu une scène relativement compétitive, des joueurs qui ont été connus en dehors de Québec aussi. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens en France qui pourraient en reconnaître quelques-uns. Fait que je dirais que définitivement, les 10 dernières années ont été les meilleures, mais récemment, depuis qu'il n'y avait plus de PPTQ, des trucs comme ça, moi qui ne joue plus sur le Pro Tour, il y a moins de Grands Prix, moins de raisons d'aller dans le Grand Prix surtout. Je dirais que la dernière année a été un peu en pente descendante, puis en ouvrant mon magasin, j'ai l'espoir un peu de faire renaître ça un peu. Les joueurs qui se sont détachés de Magic puis qui ont été faire autre chose, j'ai l'espoir de les ramener avec des trucs. Justement, j'ai l'intention de faire des trucs comme cette roulette en magasin. Je veux pousser aussi Cube. Je veux faire des événements Cube. Donc, bref, faire des événements qui ne sont pas juste standards, de trucs comme ça, même que je ne veux même pas faire de standard. Il n'y a personne qui est intéressé de jouer standard papier à Québec. Fait que c'est ça. Bon, ben, ça paraît assez enthousiasmant. Je prends un avion et puis on vient entre amis cuber à Québec. En tout cas, on voit que Pascal, c'est le papa de la scène Magic à Québec, quoi. On peut dire ça. Super. Enfin, j'ai une dernière question pour toi que j'aime beaucoup poser à des gens qui ont un profil à la base compétitif ou pro. Lorsqu'on parle à ces gens-là, on parle beaucoup de stratégie, bien sûr, de cartes, mais on parle très rarement finalement d'un aspect qui pour moi est très important dans Magic, c'est l'aspect collection finalement. Toi, quel est ton rapport en tant que personne qui a été compétitive, même maintenant en tant que personne qui travaille dans un magasin, qui fait son magasin. C'est quoi ton rapport à tes cartes? Est-ce que tu gardes une collection à toi? J'ai eu plein de phases. Au début, quand j'ai commencé à jouer, je me les ai fait voler. Ensuite, je me suis tranquillement refait une collection. Mais je dirais que la plupart de ma carrière de tournoi, j'avais jamais assez d'argent pour avoir accès à toutes les cartes. Donc, j'avais un ami que lui avait toutes les cartes. Je lui empruntais tout simplement un deck à chaque événement. Mais au fil des années, je me suis quand même monté une grosse collection au point qu'à un moment, j'avais à peu près toute moderne parce que je jouais moderne à toutes les semaines en magasin, puis j'aimais pouvoir essayer de nouveaux decks. Donc, je m'étais dit, je vais ramasser tout ce qui est jouable en moderne. C'est probablement le plus gros de la collection que j'ai eu. Puis, il y a quelques années, quand j'ai commencé à jouer un peu moins de Grand Prix, puis que je jouais seulement les Pro Tours, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien d'avoir une collection parce que je joue 4 à 5 gros tournois par année. Donc là, j'ai vendu toute ma collection. Puis, je me suis dit, je vais emprunter ou acheter le deck que j'ai besoin quand je veux un Pro Tour ou un Grand Prix. Mais j'ai quand même toujours gardé quelques cartes. Là. Bon, des lands, 20 de chaque land de Ninja, des cartes qui ont une valeur sentimentale plus qu'autre chose.
des Shotland qui sont heavily played, donc de toute façon, ne pourraient pas être vendus, des trucs comme ça. J'ai quand même une opinion sur ça. C'est peut-être parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir garder ma collection à ce moment-là, mais j'ai vu beaucoup de gens avoir une collection, puis des années plus tard la revendre. Je dirais que c'est vraiment une bonne chose d'avoir une collection parce que historiquement, les cartes de Magic ne baissent pas beaucoup de prix. Puis la plupart des gens que j'ai connus qui ont passé de peut-être, qui ont amassé une collection de 20 ans à 30 ans, et à 30 ans ont vendu leur collection pour pouvoir s'acheter une maison. C'est quand même commun. Du moins à Québec, j'ai vu au moins 5 à 10 personnes faire ça dans leur vie de 20 à 30 ans. Fait que je dirais que c'est définitivement une bonne chose d'avoir une collection. C'est un bon investissement, puis ça coûte moins cher que aller se saouler à tous les soirs. D'accord, super intéressant, merci beaucoup. Bah, tu as très bien répondu à toutes mes questions, je t'en remercie. Et bah, maintenant, c'est le moment où, si tu veux, si tu as des actualités à annoncer, un prochain tournoi, où on a déjà parlé de ta boutique, ou si tu as un dernier mot, je te laisse la parole. Oui, ben, Dometic Society, on fait à tous les mois cette roulette. On essaye que ce soit toujours le dernier, l'avant-dernière fin de semaine de chaque mois, l'avant-dernier week-end de chaque mois. Puis on a l'Arena Community Cup qui est soit standard ou historique. Le prochain est historique. C'est la dernière fin de semaine, le dernier dimanche du mois d'octobre. Et puis, vous pouvez aller voir themythicstore.com. Super. Eh ben, merci beaucoup, Pascal, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et ben, je te souhaite une bonne journée et un bon courage dans la préparation de ce magasin qui a l'air super. Merci. Et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Café Magic avec Pascal Ménard. Merci d'avoir écouté et à dimanche prochain.